On va passer maintenant à l'intervention de M. Dominique Martin, directeur de l'Agence du médicament. Quand on a su dans mon réseau que M. Martin venait ici, tout le monde a dit « quel courage !» Et c'est vrai, il faut le reconnaître. On attend beaucoup de lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de l'Agence du médicament qu'à travers les affaires. Dépakine, Mediator, Levothyrox. Y aura-t-il une affaire baclofène? Sans doute, vu ce qui se passe. Donc, espérons que dans votre intervention, M. Martin, vous allez redorer l'image de l'agence vis-à-vis de nous, prescripteurs. Je vous donne la parole. Bien, après cette présentation très particulière, effectivement quelques mots. Donc, je vais intervenir en 3 ou 4 points. Le premier point est rappeler, mais cela a été dit, quelques mots sur ce qu'on pourrait appeler la préhistoire, c'est-à-dire l'histoire avant la RTU. Le baclofène n'est pas né avec la RTU, vous l'avez dit très largement et j'adhère tout à fait. Le baclofène est utilisé depuis longtemps. Il est utilisé en hors autorisation de mise sur le marché, hors AMM, et qui est quelque chose qui est autorisé, je le rappelle. Il n'est pas interdit de prescrire hors AMM. Il y a des règles pour la prescription hors AMM. On doit informer le patient, il doit y avoir des évidences scientifiques évidemment, et ça doit être inscrit sur la prescription. Mais la prescription hors AMM est tout à fait possible et d'ailleurs est une forme de médecine personnalisée. C'est une des possibilités qui est ouverte par le code de déontologie, par la loi, aussi rappelée depuis 2011, pour prendre en charge des patients particuliers avec certains traitements. Je ne m'étends pas sur cette partie-là, elle est importante et elle est au moins en temps aussi importante que la partie plus récente qui effectivement aboutit aujourd'hui à quelque chose comme une sorte de crise de croissance, ce qui est assez normal dans le déroulement et le développement d'un produit aussi important. Alors, la RTU a été mise en place en 2013. Un mot sur ce qu'est une RTU. Pour dire ce qu'est une RTU, un mot sur ce qu'est une agence de régulation, ce qu'est la NSM, qui est une agence de régulation, l'agence de régulation française, qui est inscrite dans un réseau européen, qui se coordonne au sein de l'Agence européenne du médicament et qui a des fonctions donc, de régulation et fondamentalement pour être rapide et simple, binaire même, réguler, ça veut dire autoriser et interdire, ou interdire. On autorise des essais cliniques, des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments, des productions des ouvertures de production d'entreprises, etc. On autorise de très nombreuses choses et parfois on interdit, on prend des mesures dites de police sanitaire, on suspend des productions de médicaments, on suspend des autorisations de mise sur le marché, etc. Donc c'est ça la fonction de régulation, c'est autoriser et interdire, je fais simple, au nom de la collectivité. C'est ce que font toutes les agences de régulation en Europe. On fait tous le même travail. Parmi les autorisations, donc peut-être 2 catégories sur lesquelles je souhaite revenir rapidement. Je vais vraiment à l'essentiel. La première, c'est celle des essais cliniques. J'ai pu entendre parfois qu'il pouvait y avoir une mauvaise compréhension de ce qu'était le rôle d'une agence de régulation, donc comme la NSM. L'ANSM n'est ni un promoteur ni un investigateur. Les promoteurs sont industriels ou académiques et les investigateurs vont avec. Les agences de régulation, quelles qu'elles soient, françaises ou ailleurs en Europe, ne sont pas ni promoteurs ni investigateurs, c'est important de l'entendre. Par contre, l'agence autorise les essais cliniques, elle les contrôle, elle les inspecte éventuellement et elle évalue les essais cliniques, notamment dans le cadre des procédures, par exemple, d'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est un point important parce que j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir une ambiguïté sur le rôle de l'agence. L'agence elle ne conduit pas, elle ne suscite pas, elle ne développe pas des essais cliniques. Ça n'est pas son rôle. Ça serait totalement inadéquat que penser que l'agence soit sur ce terrain-là. C'est vraiment un point important. Elle a une fonction de régulation, de contrôle, d'autorisation, mais certainement pas de conduite. Elle n'est pas un opérateur en la matière. C'est très important de bien avoir cela en tête. Des autres autorisations très importantes, parce qu'elles sont finalement assez récentes,
ce sont les autorisations temporaires d'utilisation. Alors les ATU nominatives sont assez anciennes, mais les autorisations collectives, donc temporaires d'utilisation collectives, sont un peu plus récentes, et surtout les recommandations temporaires d'utilisation sont des autorisations. Il y a une autorisation pour une RTU, même si le nom ne semble pas l'indiquer, et c'est extrêmement récent puisque c'est issu de la loi de 2011. C'est un point important, ça n'existait pas auparavant, c'est très récent, et il y a, je n'ai pas le chiffre en tête, je dirais une douzaine ou une quinzaine maximum de recommandations de temporaires d'utilisation actuellement en activité, avec des médicaments, certains très connus, l'Avastin, le Truvada, qui en vont bénéficier de ce type d'autorisation. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important sur la RTU, alors je ne connais pas toutes les législations européennes, mais c'est probablement une originalité de la législation française. C'est-à-dire que et les ATU aussi d'ailleurs, c'est une particularité qui favorise un accès précoce à l'innovation et qui est inscrit dans la loi en France. Alors c'est aussi parce qu'on a une tradition très jacobine et très légistique qui consiste à inscrire les choses dans la loi. Mais à ma connaissance, c'est probablement le pays qui, en tout cas en Europe, a le plus inscrit ces possibilités-là dans les textes, sous réserve. Je n'ai pas fait la revue complète, mais c'est une particularité et un élément évidemment très positif. L'objectif de la RTU, c'est d'encadrer le hors AMM. D'où évidemment la RTU en 2013 sur le baclofen. Alors je voudrais juste vous rappeler très brièvement les conditions d'une RTU, mais vraiment extrêmement rapidement. Donc l'élaboration d'une RTU est une procédure dérogatoire, c'est très important de l'avoir en tête, exceptionnelle, qui permet de répondre à un besoin thérapeutique non couvert dès lors que le rapport bénéfice-risque du médicament est présumé favorable. Elle s'accompagne obligatoirement d'un suivi des patients traités dans l'indication considérée. La RTU peut être modifiée, suspendue ou retirée par la NSM si les conditions prévues ci-dessus ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. Donc, il faut retenir deux ou trois choses. D'abord, une RTU, c'est une disposition dérogatoire. Ça n'est pas la règle. La règle, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Le deuxième point, c'est que la RTU est censée faire l'objet d'un encadrement extrêmement serré et d'un suivi de tous les patients qui bénéficient de la RTU. Quand on regarde les chiffres de la RTU baclofen, c'est évidemment pas du tout le cas, puisque au maximum, et encore, si on atteint 5% de vaguement inscrits, c'est le maximum, et encore, je suis très large. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en toute logique, et je dis d'emblée qu'on ne l'a pas fait, vous l'avez remarqué, et qu'on n'a jamais eu l'intention de le faire, en toute logique, compte tenu des conditions dans lesquelles cette RTU-là s'est développée, elle aurait dû être arrêtée, puisque, en fait, 95% des patients, en fait, échappent à la RTU, au sens où aucune donnée sur l'utilisation du médicament n'est versée dans une base de données et aucun suivi particulier n'a été assuré de la RTU en tant que telle. En fait, la RTU a provoqué essentiellement du hors AMM. Et donc, du coup, on était dans une situation très particulière et pour le moins paradoxale. Pour autant, et je dis et je l'insiste, on n'a jamais eu l'idée d'arrêter la RTU. Il n'en a jamais été évidemment question. Cette RTU donc, a fait l'objet effectivement d'évolutions dans le temps, comme les textes le prévoient. Je rappelle que c'est une autorisation, donc c'est un engagement collectif. C'est-à-dire que quand on décide de mettre en place une RTU, c'est comme décider de mettre en place une ATU de cohorte ou comme décider de mettre en place une autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que la collectivité endosse une forme de responsabilité. Tu vois, on est d'accord pour dire que voilà, c'est possible de mettre en place dans certaines conditions, dans un certain cadre. C'est ça que veut dire une RTU. On est bien dans l'encadrement d'une pratique. D'où ce qui s'est passé effectivement l'été dernier, c'est qu'à la suite d'une évaluation qui a été faite dans un cadre tout à fait classique pour des établissements comme la NSM et la CNAMTS, qui est un suivi en vie réelle des médicaments, qui a été réalisé sur plusieurs centaines de milliers de patients et qui est fait avec des modèles extrêmement classiques qu'on utilise plusieurs dizaines de fois par an, à la fois sur les médicaments, les dispositifs médicaux
de façon extrêmement classique, avec des équipes très entraînées. Il est apparu au décours de cette étude qu'on devait recaler la RTU, mais vous entendez bien tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire recaler l'encadrement, l'autorisation qui était endossée par la collectivité en termes de dose, puisqu'il apparaissait qu'on avait une augmentation des risques du point de vue de la morbidité et de la mortalité qui augmentait de façon significative au-delà de 80 mg. C'est là où on est effectivement, et c'est un point important pour revenir sur ce que vous disiez, la RTU, ça n'est pas un encadrement de médecine personnalisée. La RTU, c'est une autorisation temporaire qui équivaut à une autorisation de mise sur le marché temporaire, et qui d'ailleurs se conclut par une autorisation de mise sur le marché ou un refus d'autorisation de mise sur le marché, mais elle a une durée de vie limitée. Donc la RTU, elle est globale. Elle ne fait pas la différence, évidemment, entre certaines pratiques, certaines situations, certains centres, les compétences des uns et des autres, etc. C'est une discussion globale. À partir du moment où une étude que nous diligentons nous-mêmes, et c'est ce que nous faisons, encore une fois, de manière extrêmement en routine, de façon très répétée, de suivi en vie réelle, à partir du moment où il apparaissait que, de manière globale, apparaissait un surrisque, il était logique que, et au titre même de ce que dit la loi, que nous recalions la RTU. J'insiste sur un point, cette RTU a été recalée donc avec, en termes d'autorisation, une dose maximale à 80 mg, mais elle n'a pas été arrêtée. Je le dis au passage, il n'y a pas eu de suspension de la RTU, il n'a pas été décidé d'arrêter la RTU. Donc voilà la situation, là où on en est aujourd'hui, et peut-être il y aura des questions, donc on y reviendra éventuellement. Maintenant, on rentre dans une autre phase, évidemment une phase qui est plus déterminante encore. Je l'ai dit, la RTU, elle est temporaire et elle a un terme qui est la question de l'autorisation de mise sur le marché. Le jour où l'agence se prononcera sur l'autorisation de mise sur le marché, ça sera la fin de la RTU. Soit l'agence rejette la demande d'autorisation de mise sur le marché et ça arrête la RTU, soit l'autorisation de mise sur le marché est donnée au baclofen dans cette indication et ça arrête aussi la RTU puisqu'on bascule sur une autorisation de mise sur le marché. Donc là, maintenant, on est dans cette procédure-là. Le laboratoire a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché et elle est aujourd'hui à l'instruction. Donc classiquement, alors d'abord deux choses. Je remarque que la demande n'a été faite qu'en national. Aujourd'hui, il est parfaitement possible de faire une demande en centralisé, même si on n'est pas dans un médicament pour lequel la demande est obligatoirement centralisée. C'est pas un vaccin, c'est pas un médicament biologique, etc. Donc elle peut parfaitement être déposée en national, mais je remarque qu'elle a été déposée en national et qu'elle n'a pas été déposée en centralisé au plan européen, ce qui aurait été possible. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, habituellement, les autorisations de mise sur le marché sont analysées strictement au sein de l'ANSM, avec les agents de l'ANSM qui sont compétents dans le domaine, qui peuvent éventuellement s'appuyer sur une expertise, en général une expertise individuelle sur des points particuliers. Là, nous avons décidé de mettre en place une procédure beaucoup plus complète et beaucoup plus ouverte en raison des caractéristiques particulières, plus environnementales d'ailleurs, que telles qu'elles vous les avez évoquées, pour sortir de cette, je sais pas si c'est dichotomie, cette opposition, enfin de ce système très frontal. Et donc voilà ce qu'on va faire. Et ça va être dans les prochaines semaines. On est déjà en cours de préparation. On va mettre en place un groupe d'experts qui sera composé d'experts internationaux, donc non français, et d'experts français. Ce seront des experts qui se prononceront sur ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque intrinsèque de la molécule. Ce sera des experts BR, comme on dit, bénéfice-risque, notamment des gens qui ont travaillé très longtemps au CHMP, à l'EMA, et qui ont fait ça toute leur vie et qui connaissent très bien ce qu'est l'évaluation bénéfice-risque d'un produit en tant que tel, sur la base des données, les méta-analyses, les différentes données relatives aux bénéfices, relatives aux risques, toute la littérature existante, et bien entendu les essais cliniques. Alpadir et Bacloville, et qui sont évidemment tout à fait au centre de l'instruction du dossier. Donc ça va être un premier temps. Il y aura un avis qui sera émis par cette commission. Alors,
sous réserve, parce que la commission est souveraine, donc ce comité qu'on va créer est souverain, ce seront des gens dont on connaîtra les déclarations d'intérêt, elles seront publiques, etc. Tout ça sera tout à fait transparent, ça sera sur le site en amont, et l'avis sera public avec un rapport qui sera fait par ce comité. Moi, je demanderai à ce comité 2 choses, mais il le fera ou il ne le fera pas, ça c'est à eux de le décider. Je leur demanderai d'auditionner, ça je pense qu'ils le feront, certaines personnes, au minimum les investigateurs de Baclovie et l'Alpadir, ça me paraît le minimum, mais pourquoi pas, par exemple, vous auditionner, je pense que c'est intéressant, pourquoi pas vous auditionner, voilà, on peut, l'idée qu'il y ait des auditions. Et sous réserve qu'ils acceptent, mais ça c'est eux qui nous le diront, je souhaite que ces auditions soient publiques. C'est-à-dire qu'elles se déroulent, on l'a déjà fait, notamment pour le dispositif est sûr. Je souhaite que ces auditions se déroulent soit en présence de journalistes, soit en direct sur YouTube, on verra, mais en tout cas qu'elles soient publiques, de façon à ce que le débat soit totalement public sur cette question-là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Dans la gouvernance de l'agence, il y a des commissions qui émettent des avis auprès du directeur général pour des décisions. C'est pas directeur général, il n'est pas omniscient, omnipotent, etc. Il s'appuie sur des avis et il y a 3 commissions. La commission bénéfice-risque initial qui se prononce sur les AMM, une commission de suivi qui se prononce sur des médicaments pour lesquels, qui sont sur le marché pour lesquels il y a des problématiques de suivi particuliers, et la commission dite des stupéfiants qui est une commission qui évidemment est sur le fond indiquée en l'occurrence. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer une commission mixte qui va réunir ces 3 commissions et qui vont se prononcer sur la base, bien sûr, de l'avis du comité d'experts, mais qui vont se prononcer de manière plus large. Et là, ce que vous dites, alors là, si vous n'êtes pas auditionné la première fois, moi, je vous promets que vous le serez la 2e fois. Enfin, ça, c'est sûr. Ça, pour moi, c'était évident quand je vous ai entendu. Je pense que c'est très important parce que ces commissions sont composées d'associatifs, de professionnels de santé, d'experts, mais aussi de généralistes, de pharmaciens. Donc ce sont des commissions très ouvertes et donc pas du tout des commissions que de spécialistes au sens expertal. Et donc elles doivent justement remettre les choses en situation. C'est-à-dire on a un médicament qui est ce qu'il est, il y aura une évaluation du bénéfice-risque qui sera ce qu'elle sera, mais l'idée, évidemment, c'est de le remettre en situation dans l'histoire, dans le contexte, dans les pratiques, etc., de façon à élargir. Et là, il y aura des auditions. Alors, ces commissions, de toute façon, sont publiques, d'ores et déjà. Elles sont tout le temps filmées, et les comptes rendus sont d'ores et déjà publics, et elles le seront encore plus. Les auditions seront publiques. Alors ça, pour le coup, là, j'ai plus la maîtrise. Enfin, on verra avec les présidents des commissions, mais ça, moi, je garantis qu'elles seront publiques. Donc, pour moi, le mieux, c'est en présence des journalistes, avec la possibilité pour les journalistes de poser des questions pour la partie audition. Donc c'est une sorte de public hearing qui permettra aux uns et aux autres de s'exprimer sur le sujet. Ensuite, bien sûr, la commission mixte, donc composée des 3, se réunira et réfléchira en interne pour voir quel avis elle émet. Donc voilà tout ce qu'on va faire. Et donc ces avis, moi, évidemment, je les suivrai. Alors après, on verra, parce que peut-être qu'il y aura des contradictions dans les avis. Bon, in fine, c'est l'avis des commissions, évidemment, qui importe pour le directeur général. Tout ça sera public. Les avis, le contenu, les motivations des avis seront alors non seulement publics au moment où ça sera débattu, mais pendant la période des auditions, mais rendus publics et avec, s'il y a des avis minoritaires, etc. Enfin, tout ça sera tout à fait transparent. Et le directeur général que je suis, il suivra l'avis de la commission. Et alors, en termes d'autorisation de mise sur le marché, il faut juste savoir, et je vais peut-être terminer là-dessus, pour ne pas être trop long, il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non. Ça peut être non, effectivement. Ça peut être oui de manière très large, donc dans le cadre de la nouvelle indication, etc., avec aucune restriction. Mais ça peut être aussi oui, mais avec des conditions de prescription et de délivrance particulières. Et c'est peut-être là, on voit, il y a peut-être des pistes sur ce que vous appelez la médecine personnalisée, en termes, ou alors sur des populations, c'est un peu la même idée, des populations particulières sur lesquelles le médicament serait efficace et où le bénéfice-risque ne serait pas éventuellement le même que dans la population générale. Il serait plus favorable. Je ne me prononce pas sur le fond du tout. Je dis que toutes les possibilités sont ouvertes, mais en tout cas, c'est bien là-dessus que ces 2 comités d'experts
qui sera très scientifique, BR, le premier, et l'autre beaucoup plus ouvert, se prononceront de façon à ce que on émette in fine une position donc, qui est de la responsabilité du directeur général, qui tient cette responsabilité de l'État directement, c'est son rôle que de donner ou pas l'autorisation de mise sur le marché, et si elle est donnée, dans quelles conditions, dans quel cadre et avec quel type d'encadrement. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer dans les toutes prochaines semaines. Alors, en gros, ça devrait se terminer au début de l'année prochaine, donc ça va être assez rapide. On espérait finir à la fin de cette année, mais comme on a enrichi le processus, comme je viens de l'expliquer, c'est un peu plus long que prévu, donc ça sera plutôt au début de l'année prochaine, premier trimestre de l'année prochaine, que le processus sera terminé. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin. Je pense que vous allez garder le micro, je le sens bien comme ça. Bon, on a eu donc les présentations. Ce que je vous propose maintenant, c'est faire une série de questions et que la salle, évidemment, intervienne. Une règle pour que, évidemment, on puisse faire que tout le monde puisse s'exprimer dans le temps qui nous est imparti, une bonne demi-heure, c'est que les questions soient courtes et que les réponses le soient aussi. Et puisque j'ai le micro et le privilège de l'avoir, je vais commencer par une première question et directement adressée à M. Martin, Dominique et non pas Patrick, sur un élément qui évidemment est objectif, c'est les 80 mg qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire la série des commissions, est-ce que vous pensez que le travail d'évaluation du bénéfice-risque a été fait de fait, puisque la décision du 80 mg est arrivée pendant l'été, ne risque pas d'obérer en quelque sorte une certaine liberté de la part des commissions s'ils doivent s'exprimer sur l'AMM et notamment sur la posologie maximale, de fait? Alors absolument pas. Le travail qui a été fait par la CNAM, la NSM et l'INSERM n'est absolument pas un travail d'évaluation bénéfice-risque. C'est uniquement une mesure, une appréciation. Alors d'abord des pratiques, parce que bon, on ne va pas développer cette étude ici. Je pense que tout le monde la connaît, c'est pas l'enjeu, mais qui montre que le baclofen est utilisé dans des conditions très étonnantes, manifestement comme antalgique, également dans l'Alzheimer, de toute évidence. Enfin bon, dans des conditions assez particulières. Et donc c'était une étude de l'utilisation du baclofen et une étude sur la sécurité du produit. C'est uniquement une étude sur la sécurité. Il n'y a aucune évaluation du bénéfice dans cette étude-là. Donc ça n'est pas du tout du BR, c'est uniquement une étude en vraie vie sur la sécurité. Et qui ne concerne que la RTU et le fait que c'est une autorisation et qu'une autorisation, on l'endosse ou on l'endosse pas. Donc on considère, nous, à partir de cette étude, qui est très solide et qui est très classique chez nous, qui fait partie de nos manières de faire en termes de police sanitaire, on considérait qu'on devait prendre cette décision qui ne concerne que la RTU. Ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer ultérieurement. On est dans un tout autre processus qui est un processus BR. C'est-à-dire que là, on est en dehors de cette analyse. Le BR, il peut s'apprécier de plein de manières différentes, c'est très variable. Vous pouvez avoir un B et un R très haut, vous pouvez avoir un B et un R très bas, vous pouvez avoir des choses très déséquilibrées. Au mieux, un B très haut et un R très bas, c'est l'idéal. Vous pouvez avoir toutes sortes de situations. Donc, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le comité qui sera nommé et les commissions sont souveraines. Alors, elles font, et elles l'ont montré, ils décident ce qu'ils veulent. Ce sont des comités qui sont nommés. Les gens sont, encore une fois, ils auront des déclarations d'intérêt. Ils ne sont pas des agents de l'agence et ils se prononceront. Donc c'est bien une vraie évaluation pour le coup BR qui se fera sur la base, encore une fois, de ce qui est disponible en méta-analyse, etc. et élargie, ça c'est important, à la pratique, à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer que ce produit, il a une histoire, il a une place dans la pratique, etc. Mais il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Ce sont deux situations, ce sont deux systèmes très différents. Et l'un n'influe pas, n'a pas d'influence sur l'autre. Merci. Patrick, je te laisse... Bon. Présentez-vous. Monsieur. Toujours Dr Amerlin, je suis de la région parisienne, je suis généraliste. Et en fait je voulais poser la même question que vous l'avez posée pour quelle est la dose à partir de laquelle on dit l'hour ou ailleurs. Et je sais que l'initiateur du baclofen, il a utilisé une dose de 270 mg. Donc là, les recommandations de notre agence, elle dit qu'il ne faut pas dépasser 80 mg.
Quelle est votre position pour nous généralistes, qu'on a beaucoup de patients qui posent problème d'alcoolisme? Est-ce qu'on doit respecter les 80 mg ou est-ce qu'il faut faire une dose progressive comme vous l'avez préconisé? Merci. Qui veut répondre? Oui, ben, écoutez, merci pour cette question. Alors, il est évident que dans la compréhension du mécanisme d'action du médicament, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être un peu contradictoires, mais pas tant. Comme vous l'avez dit, effectivement, il existe une variabilité individuelle donc, des patients. Certains vont répondre à faible dose et d'autres pas. Et évidemment, ça a beaucoup surpris des personnes qui étaient habituées à la dose des 70 mg, qui est la dose classique dans l'indication neurologique, sauf que ce ne sont pas les mêmes patients. Alors que quand on parle des benzodiazépines, ça paraît tout à fait évident, finalement, que les patients qui ont une dépendance importante à l'alcool encaissent des doses extrêmement importantes de benzodiazépines, tout simplement parce qu'il y a une modification de la régulation, donc au niveau de la réceptologie. Eh bien, il en est de même pour les récepteurs GABA-B. Et donc, finalement, on voit bien que certains patients vont nécessiter des doses bien plus élevées pour avoir un effet. Donc, c'est évident que les 80 mg ou des doses faibles vont ne pas être efficaces chez certains patients, tout simplement parce qu'en termes de réceptologie, eh bien, il y a des modifications telles que forcément, donc, il faudra aller à une dose plus élevée, mais encore une fois, de manière extrêmement prudente, avec une titration prudente. Ça veut dire donc on augmente progressivement avec des paliers adaptés, mais surtout un suivi adapté. Moi, je n'hésite pas à donner mes coordonnées téléphoniques aux patients lorsqu'on est dans cette phase de titration pour les suivre au plus près, pour s'assurer effectivement que ça se passe bien. Et donc ça, c'est un élément essentiel en termes de sécurité du traitement. Et pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, c'était le sens de ma conclusion, je dirais, de ma présentation. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en addictologie, la problématique va au-delà, bien entendu, de l'alcool. On voit bien qu'il y a d'autres problèmes actuellement avec d'autres médicaments. Et je pense qu'il est important d'avoir cette vision pragmatique qui puisse se développer, mais de manière, cette fois-ci, beaucoup plus rationnelle, je dirais, et l'accompagner. C'est là peut-être que l'Agence du médicament a un rôle important dans tout ce qui peut se mettre en place de manière à sécuriser au mieux, effectivement, donc, ce type de développement. Une question? Merci. Oui, à gauche puis à droite. À gauche, à droite, oui. Voilà. Chacun son tour. Question courte. Réponse courte. Voilà. Ah, ça va être compliqué. Monsieur Martin, vous m'avez inquiété tout d'abord quand vous annoncez qu'il n'y aura pas RTU et les gens vont pouvoir et ils vont être obligés de payer s'ils ont les prescriptions au-delà de 80 mg. Croyez-moi, pour les bénéficiaires de RSA et ou autres, ça va être extrêmement compliqué. Donc, et par ailleurs, je n'ai jamais vu un rapport public qui est publié dans les médias sans signer. Je n'ai jamais vu depuis 34 ans. Deuxièmement, ce qui me fait peur, vous savez, les commissions sur les méthadones en prescription en ville, on l'attend depuis 20 ans. On n'est toujours pas sorti. Donc, il y a quelque chose qui est dans la demande du public, mais dans la demande de la politique, qui a une répercussion énorme et pénible, immédiate sur les malades. Et personnellement, quand j'avais fait l'étude sur les traitements de substitution et l'impact social, on avait observé un deuxième phénomène. Vous savez, je faisais travailler des équipes pluridisciplinaires, épidémiologistes, statisticiens, cliniciens et les sociologues. Une des meilleures épidémiologistes français, Fernand Vidal, eh bien, il m'a sorti après les traitements statistiques que tous les usagers de drogue sous TSO étaient des injecteurs. Parce qu'il essaie de vérifier des injections. Et bien, il avait tout simplement croisé les données incroisables. Parfois, il faudrait peut-être faire un peu plus attention à ce qu'on publie et ce qu'on sort. Question courte. Donc, comment vous prévoyez maintenant, en attendant les décisions de commission, les remboursements de baclofen pour les patients, pour les assurés sociaux? Bon, je sais pas si... Quelqu'un veut répondre? Vous l'avez gardé, c'est très bien. Il faut juste parler un tout petit peu de la réalité des choses. D'abord, la RTU, c'est les gens qui sont... ce qu'a montré l'étude, c'est que 90% des gens étaient à des doses inférieures à 80 mg. Donc déjà,
la quasi-totalité des gens qui prennent du baclofène sont à des doses inférieures à 80 mg en l'état de ce qui est observable. Ce qui n'est pas à la pratique des centres spécialisés, ce qui est tout à fait différent, mais il faut bien faire la différence entre la masse de la population qui prend et donc la modification qui a eu lieu sur la RTU affecte finalement assez peu les gens. Je rappelle que, et je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit au début, il y a toujours la possibilité de prescrire hors AMM et hors RTU, d'autant plus que si je regarde la pratique, c'est ce qui se fait de manière générale. Moi, je veux bien que la RTU soit l'alpha et l'oméga, mais enfin, quand elle est respectée à hauteur de 5%, ça met un peu les limites quand même. On voit bien qu'il y a là une difficulté. Je pense que ça tient à la surinterprétation, peut-être celle que vous avez à juste titre évoquée, donc pour lever l'ambiguïté, le fait que ça anticiperait une position de l'agence, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ça anticiperait une position de l'agence, ce qui n'est absolument pas le cas. L'agence prendra une position, encore une fois, qui sera transparente, ouverte, etc. Et très concrètement, moi je suis de formation psychiatre et j'ai traité beaucoup de malades alcooliques dans ma vie, et si on peut trouver des médicaments et des produits efficaces pour aider au traitement de la maladie alcoolique, je serais le premier, évidemment, ravi de cette situation. Enfin, ravi n'est pas le mot d'ailleurs, mais enfin, voilà, ça paraît évidemment quelque chose de tout à fait souhaitable. Donc c'est pas le problème. Sur la question de la signature, critique que je connais bien, pour nous ça n'a aucun sens. On n'est pas sur une publication, on n'est pas sur un essai clinique. On est sur une production d'institutions, et nous publions des dizaines d'études de pharmacoépidémiologie chaque année à l'agence, à la CNAM, donc à l'assurance maladie, et avec nos centres de nos plateformes de pharmacoépidémiologie de Bordeaux et de Rennes, et elles sont toujours, et donc lisez-les, vous verrez, elles sont toujours produites dans les mêmes conditions. Il ne s'agit pas de signatures individuelles, elles sont endossées par les institutions. Donc l'agence fait son travail de contrôle, elle le fait avec des outils, notamment la pharmacoépidémiologie, et elle en tire les conséquences qu'elle estime devoir en tirer en fonction de ce en quoi elle investit, c'est-à-dire l'agence a investi dans la pharmacoépidémiologie pour prendre des décisions. Elle a fait une étude, elle a pris une décision qui est logique au regard de ce que montre l'étude. Mais encore une fois, ça se limite à ça. Enfin, je pense que le problème, il est là, fondamentalement. Il n'est pas sur la question de la RTU. Encore une fois, individuellement, en pratique individuelle, vous pouvez faire du hors AMM, et c'est déjà le cas, de toute façon. Donc voilà, ça ne changera pas grand-chose. Et d'autre part, on est maintenant dans un processus qui va être rapide sur l'autorisation de mise sur le marché. Et là, on aura effectivement un vrai encadrement. Et là, on aura une procédure derrière, une vraie, c'est-à-dire que s'il y a refus, il n'y a pas d'AMM, donc après, dont acte. S'il y a une autorisation de mise sur le marché, il y aura un traitement d'autorisation par la Haute Autorité de Santé et par le comité économique pour les produits de santé, de façon à fixer un prix, un taux de remboursement, etc. Enfin, une procédure classique. Donc on rentrera dans une procédure classique a priori, courant 2018, par un bout ou par un autre, on sera sorti en tout cas de la situation de la RTU. Parfait, merci. Une question là-bas. Oui, bonsoir, docteur Aubertin, à Thionville. Non, pas. Docteur Aubertin, à Thionville-Moselle. Bonjour. Voilà, jusqu'au mois de juillet, c'était encore 300 mg. Depuis le 27 juillet, c'est 80 mg. J'entends dans l'esprit de la RTU. Les patients qui étaient soignés avec 180, 200, 220 mg étaient remboursés par la Sécurité sociale. Or, il se trouve qu'un bon nombre de patients sont en précarité. Comment fait-on? Parce que ça doit être court, ça fera 9 mois avant d'avoir la position de l'Agence nationale du médicament sur quelle est la MM ou pas. Comment on fait avec ces patients qui se voient mal, et les pharmaciens aussi, quelle attitude adopter? Je crois que les pharmaciens ont eu une lettre ou une circulaire, mais la Sécurité sociale ne les a pas encore questionné ou proposé de non rembourser les gens au-delà de 80 mg. Alors moi j'ai des confrères qui mettent 80 mg plus une deuxième ordonnance non remboursée hors RTU. Les patients qui étaient stabilisés à 260 mg sont perdus. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant, quoi? Il faudra changer d'interlocuteur, sinon ça va tourner au dialogue, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que normalement, l'assurance maladie n'aurait dû rembourser que 5% des gens traités par baclofène. Puisque la RTU, en fait, il n'y a que 5% des gens qui rentrent Monsieur dans Martin, le cadre de la RTU. c'est absolument pas vrai. Bah, Nos chiffres
70% sont au-delà de 80. Non, c'est pas ça. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Enlevez votre casque, peut-être vous entendrez. Non, j'entends, parce que j'entends. Je vous parle. Les gens qui sont rentrés dans la RTU, c'est-à-dire qui ont rempli, après, le prescripteur doit remplir. La vraie RTU, c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Ça a pas Et donc, marché, en théorie, peut-être, mais en théorie, il n'aurait dû y avoir que ces gens-là qui devaient bénéficier d'un remboursement. Le reste, c'est du hors AMM. Et le hors AMM, voilà, à partir du moment où c'est du hors AMM, c'est du hors AMM. Au passage, et de manière très générale, et là je ne parle pas que du baclofen, que le hors AMM en France est très largement répandu et que la plupart du temps il n'est pas signalé à l'assurance maladie et que donc la question du remboursement évidemment n'est pas posée. Parce qu'on a des pratiques qui sont ce qu'elles sont, qui sont à mon avis critiquables, mais enfin qui sont ce qu'elles sont. Donc voilà, la situation elle est celle-là. Encore une fois, dans quelques semaines ou quelques mois, on a une situation qui sera régularisée, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et selon le traitement qui doit être le traitement classique pour un médicament, s'il s'agit bien d'un médicament, on est bien d'accord, donc il va être traité comme un médicament, avec un traitement, je dirais, privilégié en termes d'ouverture et de discussion et d'interaction avec les parties prenantes, donc à travers les auditions notamment, on va entendre tout le monde, y compris les gens qui sont... comme vous l'avez dit, c'est très polarisé, donc les très pour, les très contre, parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens très pour. Moi, je reçois des lettres incendiaires en disant « vous faites n'importe quoi en autorisant ce machin, arrêtez cette RTU, c'est une RTU assassin, etc. » Moi, je reçois tout, si vous voulez, donc, et de tous les côtés, donc je vois à peu près le paysage. Donc voilà, on va en sortir, c'est ça qui est important. Alors, une question. Oui, pardon. Alors, c'est vrai que la décision de cet été a été, on va dire, un peu brutale, dans le sens qu'elle a été perçue brutalement au niveau du terrain, où c'est vrai que les officines ont suivi de manière extrêmement binaire, finalement, donc la décision, sans se rendre compte, effectivement, des conséquences potentielles. Alors, c'est intéressant, ça montre à quel point il faut accompagner, bien entendu, donc l'information, parce que c'est vrai que non seulement donc, les officines ont appliqué brutalement donc, la décision, alors que finalement toutes les choses pouvaient être discutées et accompagnées. Et c'est ce qu'on a dû faire. Hein. Donc dans notre service, il a fallu négocier entre guillemets. Il a fallu effectivement donc contacter les officines de manière à pouvoir faire en sorte que les choses ne soient pas aussi brutales. Et pareil pour l'assurance maladie. On a sollicité effectivement le médecin conseil de l'assurance maladie en lui demandant d'être bienveillante et compréhensive par rapport à la situation, parce qu'effectivement un ensemble de patients qui sur le plan financier étaient potentiellement en difficulté, et il est évident que d'avancer l'argent, surtout qu'ils sont à haute dose tous les jours, ça représente à un moment donné donc un budget. Donc là, je pense que c'est important, là aussi, de pouvoir accompagner encore une fois, parce que finalement, on voit bien que sur le terrain, ce qui peut être décidé à un moment donné à un endroit peut avoir des répercussions assez importantes, et pour certains de nos patients, effectivement, il y a eu des déstabilisations assez sévères. Donc d'où l'importance aujourd'hui, je dirais, il faut tirer des enseignements de ce qui s'est passé, justement pour avancer différemment et de manière positive. Allez-y. Oui, bonjour, Philippe Hamon, je suis psychiatre addictologue sur Paris. J'ai deux questions. Une question pour professeur Mattei. Concernant les doses que l'on personnalise et que l'on fait en fonction effectivement des moments de craving, considérons qu'il y a une heure et demie pour que ce soit effectif vraiment et qu'il y ait une demi-vie. Chose que personnellement je fais déjà, mais je voudrais savoir si vous avez des notions de la dose maximum par prise, enfin des effets de toxicité liés à la dose maximum par prise, comme il peut y en avoir par exemple pour le Doliprane ou n'importe quel médicament. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est qu'on sait bien qu'il y a parmi les effets indésirables du baclofen, il y a ceux qui sont liés aux effets de sevrage, c'est-à-dire un traitement qui parfois est pris de manière très hectique, très hétérogène par les patients. Et il est clair que la dernière RTU à 80 mg a créé chez certains patients des comportements
particulièrement risqué. Moi, j'ai quelques patients qui étaient à des doses très importantes et qui très brutalement, parce qu'ils ont vu dans les journaux qu'il y avait des effets indésirables très importants, ils ne savaient pas d'ailleurs trop lesquels, mais enfin ils savaient qu'en tout cas c'était dangereux, on leur apprenait soudain que c'était dangereux, se sont mis comme des bons petits soldats en dessous 80 mg. Et il y a eu j'ai quelques patients qui ont vraiment eu des gros problèmes. Alors, en ce qui concerne la dose, donc dans les effets classiques liés au sevrage, ça peut être des éléments confusionnels, mais ça peut être des crises d'épilepsie. On peut avoir exactement la même symptomatologie que pour l'alcool ou les benzodiazépines. Donc ça fait partie, là il faudra voir en termes de pharmacovigilance si effectivement il y a eu un certain nombre de cas qui ont été notifiés, mais vous savez très bien que les problèmes de la notification, c'est que c'est sous-notifié malheureusement, voir dans quelle mesure, si depuis effectivement cet épisode de cet été, il y a eu des cas qui ont été répertoriés. Moi j'en ai en connaissance, mais il faudrait voir maintenant sur l'ensemble de la France effectivement si le nombre est important. Donc il est évident que c'est un médicament qui nécessite effectivement de la prudence dans sa prescription, sur nous lorsqu'on est à forte dose, et que évidemment tout sevrage brutal est extrêmement dangereux. En ce qui concerne maintenant la dose que les individus vont tolérer, c'est propre à chaque individu là aussi. On a des patients qui n'ont qu'une seule prise par jour à un moment donné particulier de la journée, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun craving à un autre moment de la journée. Donc là aussi, on va pouvoir mettre dans cette prise unique un nombre de comprimés qui permet justement donc, de tamponner le craving sans avoir d'effet indésirable. Donc là aussi, c'est propre à chaque patient, avec une grande variabilité des doses pour faire simple. Il n'y a pas de dose maximale. Alors, je dirais donc, que moi j'ai utilisé dans ma pratique, c'est variable. On a des patients qui peuvent avoir 15 comprimés à ce moment-là, d'autres ont pu avoir 20 comprimés donc sur cette prise. Donc c'est très variable, sans entraîner d'effet rebond le lendemain, justement parce qu'au tout début on se posait la question et on ne l'a pas. Donc on voit bien que là aussi c'est très patient dépendant. Donc là aussi l'importance de bien analyser donc les patients, voir dans quelle mesure le médicament est efficace ou au contraire entraîne des effets indésirables. Alors attention, bien entendu, il est évident que lorsque ça se passe le soir, ce type de dose peut être problématique parce que ça peut favoriser des troubles du sommeil, et non seulement ça peut induire des insomnies, mais ça peut induire aussi des apnées du sommeil, et vous l'avez vu tout à l'heure donc, dans le cadre des traitements de substitution aux opiacés, là aussi ça peut contribuer au mal-être du patient, bien entendu, donc qui dit anxiété, qui dit aussi consommation, et là on amorce un cercle vicieux. Alors il nous reste 7 minutes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont les micros, qui ont levé le bras. Les questions doivent être courtes, nous arrêterons quel que soit X à 16h30, donc les frustrations sont annoncées. Allez, okay. Question brève. Oui, bonjour, Samuel Blaise, association Olivier Amezen. Juste un point concernant certaines interprétations de l'information. Quand on déplore que 95% des patients ne sont pas rentrés dans la RTU V1, c'est tout à fait logique, compte tenu en fait des protocoles de cette première RTU où l'on prescrivait le baclofène en dernière intention, où il y avait tout un tas de contre-indications qui empêchaient les patients de rentrer. Et finalement, les 5% de patients qui rentraient étaient les seuls représentatifs capables de pouvoir rentrer dans cette étude, puisque les patients de la vraie vie n'étaient pas dimensionnés ni designés pour rentrer dans cette RTU. Il est important de noter aussi, et c'est ce qui n'a pas été fait, qu'un CSST, donc un comité scientifique spécialisé temporaire, a été nommé fin 2015, composé de 8 médecins spécialistes de terrain, sans lien d'intérêt, et qui ont permis en mars 2017, de reconduire la RTU, toujours avec une posologie maximale de 300 mg, mais cette fois-ci avec la possibilité de la première intention et sans les contre-indications. Donc ça, c'était vraiment une possibilité en fait, de pouvoir prescrire ce médicament à même rang d'égalité par rapport aux autres. Arrive maintenant cette étude de juillet 2017 qui bien évidemment est contestée par l'ensemble de la profession, les universitaires, les sociétés savantes et les associations. Mais vous dites à un moment donné, 90% des patients sont en deçà de 80 mg dans les datas que vous avez compilées. Ce qui est encore une fois tout à fait normal et ne permet pas la conclusion de limiter à 80 mg. L'étude portant sur 2009-2015, la majorité des patients qui ont été étudiés l'étaient avant la mise en place de la RTU, quand finalement le hors-AMM était à partir de 4 ans ou même simplement dans la prescription alcoolologique. Le fait que la CNAM ait annoncé en janvier 2015 que la médiane de prescription à 6 mois était de 52 mg sous-tend aussi le fait que les médecins ne sont pas formés
et qu'ils ne savent pas prescrire le baclofène. Donc, sur la base de ces informations, il est impossible de tirer la conclusion que 80 mg devient un seuil maximum. C'est simplement parce que ces informations ne sont pas représentatives de ce qui doit se passer en réalité. La réalité que nous constatons, nous, dans les associations, c'est que les patients rechutent. Les patients rechutent massivement. Les médecins n'osent plus prescrire au-delà de 80 mg. Les pharmacies prennent des décisions abruptes sans respecter en fait les consignes que leur a données l'Ordre national des pharmacies. Et les patients sont brutalement réorientés sur des posologies en deçà de leur posologie efficace, qui, rappelons-le, et c'est ce que Baclovil démontre, et c'est ce que Baclat démontre, la posologie efficace moyenne est de 180 mg environ. Lorsque l'on baisse tout le monde artificiellement à 80 mg, ça provoque le drame sanitaire qui s'enclenche depuis le début juillet. Donc la question est, qu'allez-vous faire en mesure d'urgence pour cesser ce drame sanitaire avant que les commissions livrent leurs résultats? Merci. Merci, c'est récupérer le... On revient à une question beaucoup plus pratico-pratique de prescripteur. Quand le médecin, par des prescripteurs, donc prescrit des doses supérieures à 80 mg, la question que m'ont posée plusieurs personnes, je ne sais pas y répondre d'un point de vue réglementaire. Le pharmacien qui délivre le médicament, qui donc en délivrant engage sa responsabilité, peut-il opposer ces 80 mg qui concernent, on l'a bien compris, c'était très clair, la limitation de 80 mg concerne la RTU. La majorité, en effet, des patients traités sont restés dans les conditions préalables à l'existence de la RTU, c'est-à-dire en hors AMM. Il y a beaucoup de prescriptions hors AMM, un certain nombre de... dans les troubles bipolaires, je ne sais pas si la lamotrigine a toujours l'amygdale à son AMM dans les troubles bipolaires. En tout cas, pendant longtemps, on l'a prescrit hors AMM, puisque c'était un anticonvulsivant. C'était naguère le cas de l'aspirine avant d'être retenu dans l'indication anti-agrégant plaquettaire, etc. Donc, le pharmacien peut-il opposer, on ne parle plus de la RTU, au moment de la... Et on ne parle pas non plus du remboursement par l'assurance maladie, car il y a, c'est le cas ici, nous avons la chance d'avoir un contrôle médical très éclairé, qui suit d'ailleurs ces débats et qui a participé, qui a assisté au débat sur le baclofène. Et donc nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Le pharmacien, donc réglementairement, peut-il s'opposer à délivrer une prescription de baclofène qui serait supérieure à 80 mg? Merci Jean-Pierre. Alors on va faire des réponses courtes pour conclure dans la foulée. Allez-y. Si je peux donc répondre à deux commentaires. Oui, il y a un problème de formation des praticiens aujourd'hui. Il est important effectivement que l'information sur comment utiliser le médicament, comment le prescrire, comment faire la titration, comment suivre le traitement est un élément majeur pour la suite de cette histoire. Concernant effectivement les pharmaciens, oui, on a été confronté à ça suite justement à ce qui s'est passé cet été, où effectivement les pharmaciens, lorsqu'ils ont eu l'information, donc ils ont interprété de manière extrêmement binaire. Ils ont eu très peur. Ils ont d'ailleurs délivré des messages extrêmement violents aux patients en leur disant « mais au-dessus de 80 mg, vous risquez de mourir ». C'est ce type de message qui a été délivré sur le terrain. Et très clairement, il y a eu des pharmaciens qui se sont opposés à notre prescription en disant que s'ils acceptaient effectivement de délivrer au-delà de 80 mg, ils engageaient leur propre responsabilité. Effectivement, c'est une responsabilité partagée à 50% à partir du moment où ils donnent le médicament. Donc même en négociant, même en étant, vous voyez, donc dans un domaine d'expertise, je dirais, où les choses sont parfaitement bordées, eh bien, on a eu effectivement maille à défaire donc vis-à-vis des pharmaciens qui nous ont opposé cette responsabilité partagée. Donc ça n'a pas toujours été très simple, et pour certains patients, il a fallu les adresser dans d'autres pharmacies qui travaillaient en toute confiance avec nous. Merci. Vous voulez faire un commentaire, Monsieur Martin, avant de conclure ? Deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut rappeler les conditions effectivement de prescription hors AMM. Encore une fois, elles existent. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Il est tout à fait possible de prescrire hors AMM. Et je rappelle juste que c'était le cas dans 95% des cas récemment. Donc je le rappelle. Donc il est possible de prescrire hors AMM et le pharmacien ne s'oppose pas à la prescription hors AMM. Normalement, le hors AMM, logiquement, doit être inscrit et effectivement ne fait pas l'objet d'un remboursement, mais objectivement, ça n'est jamais le cas, enfin, dans aucune situation, et là, je ne parle pas que du baclofène. Je voudrais juste dire une chose, que même si le baclofène a l'autorisation de mise sur le marché, encore une fois,
tout est ouvert, nous verrons, je vous ai décrit dans les conditions dans lesquelles ça va se passer. Ensuite, le baclofen passera devant la Haute Autorité de Santé. Et une des possibilités est que le baclofen ait l'autorisation de mise sur le marché, mais un SMR 5, et donc pas de remboursement. C'est aussi quelque chose qui est possible. C'est-à-dire, c'est la vie des médicaments dans ce pays. C'est comme ça. Si on estime que le bénéfice-risque permet l'autorisation de mise sur le marché, mais que la Haute Autorité de Santé estime que le baclofen n'apporte rien de plus par rapport aux médicaments qui ont d'ores et déjà l'autorisation de mise sur le marché, ce médicament ne sera pas remboursé. Donc, enfin, si c'est le cas, je veux dire, ça peut être le contraire. Il peut, au contraire, bénéficier d'un SMR tout à fait favorable. Je n'en sais rien. Je dis juste que tout est possible. C'est comme ça que fonctionnent les médicaments dans notre pays. Et juste un exemple, vous allez voir demain un sujet alors, qui n'a rien à voir, mais qui a à voir en même temps, qui est la problématique du cytotec. Vous allez voir, ça va faire la une des journaux demain. Cytotec, utilisation hors AMM depuis des décennies, pour provoquer les accouchements et utilisé dans les IVG médicamenteuses, alors que c'est un médicament qui est indiqué uniquement pour l'ulcère de l'estomac, donc utilisé de manière massive et dans des conditions avec des sociétés savantes qui critiquent l'agence qui s'est opposée à ça, qui a dit que ce n'était pas l'AMM. On s'est fait proprement incendier sur le mode « vous y connaissez rien », enfin bon, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et tout ça se termine en catastrophe. Tout ça se termine en catastrophe. Et donc, avec une situation de crise. Et donc, tout ça, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Le médicament est un produit qui est compliqué. C'est un produit qui a des bénéfices, qui a des risques. C'est un produit potentiellement dangereux. C'est un produit, etc. Et les choses ne sont pas simples. Elles doivent être régulées. On est dans une société qui est organisée et qui prend en charge ou pas, qui autorise ou pas, etc. Et on a des règles qui permettent justement de l'individualisation. Ça, c'est très important. C'est possible, il y a des règles, elles existent, elles sont applicables. Simplement, il faut qu'elles soient appliquées correctement. Enfin, on a quand même une ouverture incroyable, parce que moi, je veux bien qu'on soit sous le feu de la critique aujourd'hui, je l'entends. Simplement, ce que je dis, et qui avait été, il n'y a pas si longtemps, mal interprété, c'est qu'à ma connaissance, en tout cas en Europe, il n'y a pas d'autre pays qui a, sur le plan réglementaire et institutionnel, fait autant de choses pour ce produit. De RTU ou équivalent, il n'en existe pas. Et à ma connaissance, il n'y a pas de procédure d'instruction pour une autorisation de mise sur le marché ailleurs qu'en France, en tout cas au moins en Europe, et je pense que c'est vrai dans le monde entier. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Et de manière tout à fait ouverte, l'engagement que je prends, ça sera vraiment mon dernier mot, c'est toute l'ouverture que j'ai décrite tout à l'heure, sur laquelle je ne reviens pas, mais qui est un engagement fort du directeur général de l'ANSM. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci. Je voulais remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité des interventions, et puis remercier le public pour la qualité de cette session qui est en dehors de l'intérêt scientifique, est une session très utile et très importante pour nous.